Cette deuxième vidéo est consacrée à la théorie des avantages comparatifs, qui est vraiment le socle de la réflexion des économistes sur le libre-échange. Alors, pourquoi les pays échangent-ils entre eux? Bien, tout simplement parce que les pays ont différentes productivités dans différents secteurs d'activité. Pour rendre les choses plus parlantes, focalisons-nous sur un exemple concret. Deux pays, la France et l'Allemagne. Deux secteurs d'activité, l'industrie automobile et la construction navale. En Allemagne, il faut 50 heures de travail pour produire une automobile, là où en France, il faut 125 heures de travail. En Allemagne, il faut 100 heures de travail pour construire un bateau, là où en France, il faut 125 heures. J'insiste sur le caractère bien évidemment hypothétique de cet exemple. Mais rentrons dans la logique de cet exemple et tâchons de l'analyser jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde les choses, on se dit que dans ces circonstances, pour la France, le libre-échange, c'est du suicide. L'Allemagne est plus productive que nous dans l'industrie automobile et elle est également plus productive dans la construction navale. On ne pourra pas lutter. On n'a aucune chance. Bon, reprenons nos esprits, dépassons cette impression initiale et tâchons d'analyser rationnellement, scientifiquement, ce problème. Supposons chaque pays doté de 500 heures de travail. Avec 500 heures de travail, l'Allemagne peut produire 10 voitures et 0 bateau, ou 5 bateaux et 0 voiture, ou n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux possibilités. Ainsi, on peut représenter la frontière de production allemande sur un graphique avec la production de bateaux en abscisse et la production automobile en ordonnée. La frontière de production allemande est une droite, un segment de droite, qui dépeint toutes les possibilités productives accessibles à l'Allemagne. De la même manière, avec 500 heures de travail, la France peut produire 4 voitures et 0 bateau, ou 4 bateaux et 0 voiture, ou n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux possibilités, ce qui donne une autre frontière de production inférieure à la frontière allemande. Pour progresser dans notre analyse, il est nécessaire d'introduire une nouvelle notion absolument fondamentale. C'est la notion de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité d'un bateau en termes de voitures en Allemagne correspond au nombre de voitures qui auraient pu être produites avec les ressources consacrées à la production d'un bateau. Dans notre exemple, en Allemagne, il faut 100 heures de travail pour produire un bateau. Avec ces 100 heures de travail, on aurait pu produire 2 voitures. Par conséquent, le coût d'opportunité d'un bateau en termes de voitures est égal à 2. En d'autres termes, pour produire un bateau, il faut renoncer à l'opportunité de produire 2 voitures. A l'inverse, le coût d'opportunité d'une voiture en termes de bateau en Allemagne est de 1,5, puisque pour produire une voiture, il faut 50 heures de travail et il faut donc renoncer à l'opportunité de produire un demi-bateau. En France, avec 125 heures de travail, on peut produire un bateau ou une voiture. Par conséquent, le coût d'opportunité de la production d'un bateau est égal à une voiture et le coût d'opportunité de la production d'une voiture en France est égal à un bateau. Notez que le coût d'opportunité correspond à la pente de la frontière de production qu'on a vue au slide précédent. Plus généralement, en sciences économiques, le coût d'opportunité de quelque chose est ce à quoi il faut renoncer pour obtenir cette chose. Par exemple, en 3e année, à l'école polytechnique, certains d'entre vous hésiteront entre se spécialiser en économie et en physique. En ce cas, le coût d'opportunité d'une spécialisation en économie est le fait de ne pas pouvoir se spécialiser en physique. De la même manière, on pourrait croire que le temps libre est gratuit. Eh bien, pour un économiste, le coût d'opportunité d'une heure de temps libre est le salaire qui aurait pu être gagné en travaillant pendant une heure. En commerce international, il y a deux notions qui sont absolument incontournables. La notion d'avantage absolu et la notion d'avantage comparatif. Un pays a un avantage absolu dans un secteur d'activité lorsque, à ressources égales, il a la capacité de produire une plus grande quantité d'un bien qu'un autre pays.
Par exemple, dans l'industrie automobile, l'Allemagne a un avantage absolu sur la France, puisqu'avec 500 heures de travail, l'Allemagne est capable de produire 10 voitures, là où la France n'est capable d'en produire que 4. De la même manière, l'Allemagne étant plus productive que la France dans la construction navale, elle dispose d'un avantage absolu dans ce secteur d'activité. Intéressons-nous désormais à la notion d'avantage comparatif. Un pays a un avantage comparatif dans un secteur d'activité lorsqu'il a la capacité de produire un bien à un coût d'opportunité plus faible qu'un autre pays. Par exemple, l'Allemagne a un avantage comparatif dans la production automobile puisque le coût d'opportunité de la production d'une automobile en Allemagne est d'un demi-bateau, ce qui est plus faible que le coût d'opportunité en France qui est d'un bateau. À l'inverse, la France a un avantage comparatif dans la construction navale, puisque le coût d'opportunité de la construction d'un navire en France est d'une voiture, alors qu'il est de 2 voitures en Allemagne. En somme, les avantages absolus reflètent le niveau des productivités, là où les avantages comparatifs reflètent les productivités relatives. Un pays peut avoir un avantage absolu dans l'ensemble des secteurs d'activité, comme c'est le cas dans notre exemple de l'Allemagne. Tandis qu'un pays ne peut pas avoir un avantage comparatif dans tous les secteurs d'activité. S'il est relativement plus productif dans un secteur d'activité, en l'occurrence l'industrie automobile pour l'Allemagne, alors il est nécessairement relativement moins productif dans l'autre secteur d'activité, en l'occurrence la construction navale. Revenons au commerce international et partons d'une situation où l'économie est fermée. En économie fermée, le prix d'un bateau relativement à celui d'une voiture est égal au coût d'opportunité d'un bateau en termes de voiture. En Allemagne, puisqu'il faut 2 fois plus d'heures de travail pour produire un bateau qu'une voiture, naturellement, un bateau coûtera 2 fois plus cher. En France, puisqu'il faut le même nombre d'heures de travail pour produire un bateau ou une voiture, le prix de ces deux biens sera le même. Ça implique quoi? Eh bien, ça implique que l'Allemagne est prête à échanger 2 voitures contre un bateau, là où la France est prête à échanger un bateau contre une voiture. Et par conséquent, il y a des gains mutuellement bénéfiques au commerce international. Dès lors que vous ouvrez les frontières, le prix d'un bateau relativement à celui d'une voiture doit être le même en France et en Allemagne, et il doit être entre le prix qui prévalait préalablement en Allemagne et en France. Le prix relatif d'un bateau doit par conséquent être compris entre 1 et 2. Ce raisonnement est un peu abstrait. Pour le rendre plus parlant, focalisons-nous sur un exemple concret. Retournons sur notre cher campus de l'école polytechnique et supposons qu'il y a 2 marchés pour des pommes. Un marché près du Bobard qui est exclusivement réservé aux étudiants. Seuls les étudiants peuvent y acheter ou vendre des pommes et il se trouve que le prix d'équilibre est d'1 € la pomme. Supposons un autre marché près du lac, exclusivement réservé aux professeurs. Seuls les professeurs peuvent y acheter ou vendre des pommes et il se trouve que le prix d'équilibre des pommes est de 2 € la pomme. On suppose évidemment que les pommes sont homogènes, de qualité identique sur ces 2 marchés. Ouvrons le commerce international. Permettons le libre-échange. En ce cas, n'importe qui a intérêt à acheter une pomme 1 € près du Bobard et à la vendre 2 € près du lac. Ça va faire une pression à la hausse sur le prix des pommes près du Bobard et une pression à la baisse sur le prix des pommes près du lac. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le prix des pommes soit le même sur les 2 marchés. C'est une illustration de la loi du prix unique. Dans une économie ouverte, un bien ne peut avoir qu'un seul prix. Eh bien, ce principe s'applique également entre 2 pays et une fois qu'on ouvre les frontières entre la France et l'Allemagne, eh bien, le prix d'un bateau doit être le même en France ou en Allemagne. Supposons qu'une fois l'économie ouverte, le prix relatif d'un bateau est strictement compris entre 1 et 2. Comment est-ce que l'Allemagne et la France vont réagir à cette nouvelle donnée? Souvenez-vous qu'en Allemagne, il fallait 2 fois plus de ressources pour produire un bateau qu'une voiture. Or, désormais, le prix du bateau est inférieur au double du prix d'une voiture. L'Allemagne va donc logiquement se spécialiser intégralement dans la construction automobile. Elle va produire 10 voitures et 0 bateau. Puisque le prix d'un bateau est inférieur à 2,
le prix relatif d'une voiture est supérieur à un demi. Pour chaque voiture exportée en France, l'Allemagne peut importer plus d'un demi-bateau. Ça nous permet de tracer la frontière de consommation de l'Allemagne qui correspond à la courbe pointillée. Comme on peut le voir, la frontière de consommation en pointillé est au-dessus de la frontière de production représentée par le trait plein. Ça implique quoi? Ça implique que l'Allemagne, sans aucune ambiguïté, sort gagnante du libre-échange. Elle peut consommer plus qu'elle n'est capable de produire. Qu'en est-il de la France? Souvenez-vous que la France avait besoin du même nombre d'heures de travail pour produire un bateau ou une voiture. Par conséquent, si le prix relatif d'un bateau est supérieur à 1, la France va intégralement se spécialiser dans la production de bateaux. Elle va donc produire 4 bateaux et 0 voiture, et chaque bateau produit peut être exporté en Allemagne en échange de l'importation de plus d'une voiture. Ça nous permet de tracer la frontière de consommation de la France, qui est représentée par la droite en pointillé. Et comme vous pouvez le voir, la frontière de la consommation en France est supérieure à la frontière de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France également sort bénéficiaire du libre-échange. Pour clore notre analyse, il nous reste à expliquer comment est déterminé le prix d'un bateau relativement à celui d'une voiture en économie ouverte. Pour ce faire, focalisons-nous sur le marché des bateaux. Le prix relatif d'un bateau est tout simplement déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande qu'on va pouvoir représenter sur un graphique avec la quantité relative de bateaux produits en abscisse et le prix relatif d'un bateau en ordonnée. La courbe d'offre correspond rigoureusement au raisonnement que nous venons de faire. Si jamais le prix d'un bateau est strictement compris entre 1 et 2, l'Allemagne se spécialise dans la construction automobile et produit 10 voitures, alors que la France se spécialise dans la construction navale et produit 4 bateaux. Par conséquent, la quantité relative de bateaux produites est de 4 dixièmes. Si jamais le prix relatif d'un bateau est égal à 2, la France continuera à se spécialiser dans la construction navale et va produire 4 bateaux. En revanche, l'Allemagne ne se spécialisera pas forcément et produira au plus 10 voitures. Par conséquent, la quantité relative de bateaux produites sera 4 divisé par un nombre inférieur ou égal à 10, d'où une offre relative de bateaux supérieure ou égale à 4 dixièmes dès lors que le prix relatif des bateaux est égal à 2. A l'inverse, lorsque le prix des bateaux est égal à 1, l'Allemagne se spécialise intégralement dans la construction automobile, alors que la France cesse de se spécialiser dans la construction navale, ce qui aboutit à une offre relative de bateaux inférieure ou égale à 4 dixièmes. Concernant la demande, on suppose que dans l'économie franco-allemande, la demande relative de bateaux est tout simplement une fonction décroissante du prix relatif des bateaux. Plus les bateaux sont chers, moins la demande est importante. Le prix relatif des bateaux dans l'économie franco-allemande sera tout simplement déterminé par l'intersection entre la courbe d'offre et la courbe de demande. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette modélisation simpliste du commerce international? Tout d'abord, les échanges ne sont pas basés sur les avantages absolus, mais sur les avantages comparatifs. Par conséquent, même si un pays est moins productif que ses partenaires commerciaux dans l'ensemble des secteurs d'activité, il parviendra à trouver sa place dans le commerce international. Deuxième conclusion qui découle de la première, c'est que le commerce international est fondamentalement mutuellement bénéfique. Tous les pays qui y prennent part y trouvent leur intérêt. La dernière conclusion, qui est probablement la plus surprenante, est qu'un pays ne peut pas ne pas être compétitif. La notion de compétitivité est très pertinente à l'échelle d'une entreprise. Une entreprise qui n'est pas compétitive risque tout simplement d'être rayée de la carte. Cette notion de compétitivité est également applicable à l'échelle d'une industrie. Dans notre exemple, nous avons bien vu que le commerce international éradiquait l'industrie automobile en France, tout comme elle éradiquait la construction navale en Allemagne. En revanche, cette notion de compétitivité qui est pertinente à l'échelle d'une entreprise ou d'un secteur d'activité n'est pas transposable à l'échelle d'une économie. Les travailleurs du secteur automobile en France ne disparaissent pas. Ils vont passer dans le secteur de la construction navale où ils seront relativement plus productifs et où ils bénéficieront du commerce international. Dernière remarque.
Le commerce international peut être interprété comme une innovation technologique. Du point de vue de la France, il s'agit d'une gigantesque machine dans laquelle on met des bateaux et dont il ressort des voitures. Pour être plus précis, il ressort plus d'une voiture par bateau mis dans la machine, ce qui, du point de vue de la France, est avantageux. Cette analogie est intéressante puisqu'elle implique qu'être opposé au libre-échange, c'est quelque part similaire à être opposé à une certaine forme de progrès technologique. Pour finir, soulignons que la théorie des avantages comparatifs qui est généralement présentée dans le cadre du commerce international est également pertinente pour expliquer les échanges au sein d'un pays. Prenons un exemple. Deux types de travailleurs, des managers et des assistants. Deux types de tâches, des tâches managériales et des tâches administratives. Supposons que le manager a besoin de 2 heures pour effectuer une tâche managériale, là où l'assistant a besoin de 20 heures. Le manager a besoin de 5 heures pour effectuer une tâche administrative, là où l'assistant a besoin de 10 heures. Par conséquent, le manager a un avantage absolu dans chacune des deux tâches, mais il a un avantage comparatif dans les tâches managériales, tandis que l'assistant a un avantage comparatif dans les tâches administratives. Eh bien, dans une économie de marché, naturellement, chacun va se spécialiser là où est son avantage comparatif. Le manager va se spécialiser dans les tâches managériales et l'assistant dans les tâches administratives. J'insiste sur le caractère illustratif de cet exemple. Nous avons tous à l'esprit des cas où des assistants seraient très largement capables de faire des tâches managériales et sans doute mieux que certains grands managers. La conclusion que nous pouvons tirer de cet exemple, c'est que dans une économie de marché, les échanges sont basés sur les avantages comparatifs. Par conséquent, le marché est fondamentalement inclusif. Il fait de la place pour tout le monde, y compris pour les travailleurs les moins productifs. Bien sûr, cela va engendrer des inégalités. Dans notre exemple, le manager sera beaucoup mieux payé que son assistant, ce qui peut justifier des politiques de redistribution. C'est un sujet dont nous reparlerons lors d'un cours ultérieur.